Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et aujourd'hui, je suis avec Philippe. Salut Philippe. Salut Nicolas. On se connaît depuis longtemps avec Philippe, très longtemps. Et j'aimerais bien, avant qu'on arrive à ça, que tu nous racontes un peu ton parcours, parce que tu es dans l'immobilier, vous allez le voir tout de suite, et que tu nous dises comment tu en es arrivé là. Alors, l'immobilier, j'ai commencé assez jeune, à 19 ans. J'ai fait un BTS profession immobilière en alternance, donc sur Marseille, où je travaillais la journée 3 jours par semaine dans une agence immobilière, une petite agence de quartier, et 2 jours par semaine, après j'étais en cours. À l'issue du BTS, je suis allé à l'ICH, donc ICH section expertise et estimation, ça je l'ai fait en cours du soir. Je travaille dans une grosse agence immobilière, cette fois-ci j'avais changé d'agence pour voir 2 choses différentes. Je travaille dans une petite agence de quartier et derrière dans un gros groupe national pour voir les deux approches différentes de l'immobilier. À la suite de l'ICH, donc avec une spécificité sur la technique du bâtiment, je me suis dirigé vers l'expertise technique du bâtiment, le diagnostic immobilier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es diagnostiqueur. Aujourd'hui, je suis diagnostiqueur immobilier depuis 10 ans. La société a été ouverte en 2007. Donc j'ai commencé le diagnostic en 2007 quand on a ouvert la structure. Et on va fêter cette année nos 10 ans. Déjà 10 ans. Oui. Je m'en suis pas rendu compte. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Là, tu es rentré direct dans l'immobilier. Tu as toujours voulu faire ça en fait. Pourquoi l'immobilier en fait? Au départ, avant même que tu commences ton BTS, tout ça, qu'est-ce qui t'a fait dire je fais ça? C'est une petite anecdote assez rigolote. À l'époque, mon père étant dentiste, j'étais dirigé vers un cursus scientifique et médical. Donc j'ai fait un bac S, je suis allé en fac de médecine après derrière. J'étais pas trop fait pour la faculté, le côté études. On a essayé fac de sciences après derrière, ça n'a pas marché non plus. Et j'ai dit à mon père, je suis passionné d'automobile depuis tout petit, et j'ai dit à mon père, j'aimerais vendre des voitures, parce que j'adore ça, les voitures, je suis passionné de ça. Et mon père m'a dit, est-ce que tu préfères les vendre ou les acheter, les voitures? Alors j'ai dit, à choisir, je préfère les acheter. Et il m'a dit, fais de l'immobilier, tu feras de l'argent, et tu pourras acheter des voitures, ce sera beaucoup mieux que... À l'époque, j'étais aussi assez proche de Éric Gandiol, qui était le dirigeant de ImmoPlus, une agence immobilière limoise qui a une certaine ancienneté sur le milieu. Et Éric m'a pris sous son aile et m'a fait découvrir les métiers de l'immobilier sur la côté transaction, gestion, location. Et j'ai décidé du coup de me lancer. C'est devenu une passion dans cette... Je suis parti plus par nécessité de trouver un job et de découvrir et de faire ça sans trop savoir où j'allais. Et aujourd'hui, c'est une passion. C'est clairement ma vie tourne autour de l'immobilier. D'accord. C'est rigolo pour des voitures en fait au départ. Pour des voitures au départ, pour une anecdote de mon père qui a fait que aujourd'hui je suis là où je suis. C'est vrai que c'est original. Donc Tous les parcours sont originaux. Ah oui, ça c'est sûr. À partir de là, tu te lances dans l'expertise donc. Alors ça c'est à la fin de mon... Après avoir fait tes études, je reprends la suite de l'histoire. À la fin de mon BTS, donc j'ai fait négo pendant une année et gestionnaire locatif pendant une année pendant le BTS. À la suite de mon BTS, je me suis rendu compte que le métier de négo était psychologiquement très difficile et que le métier de gestionnaire locatif n'était pas fait pour moi. Et donc je me suis décidé, j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête. Je discutais énormément avec un cabinet de diagnostic avec lequel je travaillais sur Marseille. Et j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête de me spécialiser là-dedans. Mais je voulais pas me lancer comme tout le monde, un peu à l'aveuglette, sans forcément avoir un bagage un peu solide derrière. Donc je suis parti à l'ICH dans l'idée d'avoir vraiment quelque chose de très pointu, très technique, un bagage très pointu, très technique, et de pouvoir proposer quelque chose de différent sur le marché du diag qui n'était pas proposé à l'époque. C'est-à-dire avoir vraiment quelqu'un avec un bac plus 5 en immobilier, bac plus 4, bac plus 5 en immobilier, avec une spécificité dans la technique du bâtiment, avec une connaissance assez pointue de toutes les obligations de l'agent immobilier, sur plein de domaines différents, sur l'immobilier d'habitation, sur l'immobilier d'entreprise, sur pas mal de choses. J'avais aussi en tête à l'époque ou le diagnostic ou l'expertise en valeur des appartements. Oui, donc j'ai aussi suivi expert immobilier. Expert immobilier auprès de la cour d'appel. Donc du coup j'ai aussi fait les modules pour l'expertise pour savoir la valeur d'un bien. Et en 2007, on se rencontre on se connaît depuis très longtemps avec mon associé, mais on se voit avec mon associé lors d'une soirée. Mon associé cherchait du travail. À l'époque, c'était pas mon associé, mais il cherchait du travail. Il était dans le contrôle qualité dans les biotechnologies à Marcoule. D'accord. Donc son contrat venait de se terminer, il ne savait pas quoi faire. Et je lui ai dit, on devrait peut-être mettre le contrôle qualité que tu sais faire de par ta formation et ton métier dans le nucléaire,
qui demande une exigence quand même élevée. Ah ouais. Mes compétences qui sont aussi élevées en immobilier, si on arrive à mettre ça ensemble, on peut faire quelque chose de très sympa et d'unique en diagnostic immobilier. Et de là est née cette notion de dualité, dual expertise. Le nom de ton entreprise. Ça vient de là. Ah oui, je savais pas tout ça, c'est super intéressant en fait. Et du coup alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le métier d'un expert? Alors peut-être pas le tien, enfin pas d'un expert d'ailleurs, d'un diagnostiqueur. Peut-être pas le tien parce que du coup on va dire qu'il est un peu au-dessus, sans donner de valeur quantitative, mais tu viens de le dire, tu as peut-être une contrôle qualité supérieure, etc. Mais le métier déjà classique d'un diagnostiqueur. Le diagnostiqueur intervient principalement pour sécuriser une transaction, donc il va intervenir sur la mise en vente d'un logement généralement, pour venir faire une photographie technique du bien à la vente à un moment donné, et de pouvoir donc à la suite de cette photographie technique, donc j'utilise des termes larges, cette photographie du bien, cet état des lieux, pour pouvoir après informer le futur acheteur ou le futur locataire de l'état du logement ou de local commercial ou de l'état du bien qui est à la vente ou à la location, pour que le candidat locataire ou l'acquéreur puisse appréhender le bien dans son ensemble et puisse prévoir des travaux, voilà, en fait c'est une notion d'information de l'acquéreur et du locataire. Donc en fait c'est ce que vous trouvez quand vous signez, moi aussi je simplifie, mais cette première page qui est très symbolique, qu'il y a sur les frigos, là, les lettres. C'est plus que symbolisé, là c'est même un raccourci à un seul de nos diagnostics. Oui, tout à fait, mais je le fais un peu exprès pour imaginer ce qu'on intervient sur ce qu'on appelle un DDT, un dossier de diagnostic technique. Ce dossier il est composé de plein d'éléments, au même titre qu'un contrôle technique d'une voiture, on va vérifier les freins, on va vérifier les amortisseurs, on va vérifier le klaxon, les pneus, tout un tas d'éléments, la pollution. Sauf que là c'est le plomb, l'amiante, etc. Nous on intervient, l'amiante, les termites, le plomb, l'électricité, le gaz, la caresse. Et j'en oublie, et ce DDT est joint à un compromis ou à un bail pour que la personne qui va occuper le logement dans le futur puisse avoir une information précise sur, par exemple, une plaque ondulée amiantée dans le jardin qui, si on fait des travaux dessus, peut générer un danger pour la santé. Donc, on est au courant que cette plaque-là est en amiante, et dans ce cas-là, si on a des travaux à entreprendre sur cette plaque-là, il faut prendre des dispositions pour se protéger. Donc du coup, tu as un devoir d'information finalement envers le client. C'est exactement ça, c'est un devoir d'information. C'est un devoir d'information et c'est une exonération de responsabilité par rapport au vendeur ou au bailleur. D'accord. Si jamais demain il y a un problème, le locataire ou l'acquéreur ne pourra pas venir recharger en responsabilité le vendeur ou le bailleur en disant « vous ne m'aviez pas dit ». C'est le professionnel qui normalement a bien fait son travail et a informé sur la présence de danger dans le logement ou dans le local. Je reviens sur la notion de DPE, on y reviendra je pense après par la suite dans l'interview. Le DPE c'est un des diagnostics, mais c'est celui dont on parle le plus parce qu'effectivement c'est issu des protocoles de Kyoto, du Grenelle de l'environnement, et donc maintenant on quantifie la consommation d'énergie du bâtiment. Et on quantifie aussi les émissions de gaz à effet de serre du logement, et on essaye de trouver des solutions avec le vendeur et l'acheteur, de leur proposer ce qu'on appelle des recommandations pour pouvoir améliorer la performance du bâtiment et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Du coup, tu peux aussi effectivement faire un cahier des charges auprès d'un vendeur ou d'un acquéreur de recommandations qui pourraient, comme tu viens de le dire, améliorer finalement la qualité d'un logement. Si je résume un peu là. C'est clairement dans cette optique-là ce qu'on fait en électricité. Par exemple, quand on vient faire un diagnostic électricité, on va faire une liste de tous les points qui présentent un risque pour la sécurité dans le logement. Et du coup, le bailleur, donc ça arrive, c'est 1er juillet 2017, on va avoir une obligation d'électricité dans la location, donc c'est quelque chose qui arrive, mais aujourd'hui, l'acheteur, quand il achète sa maison, il sait que sur ce point-là et ce point-là en électricité, il a des travaux à entreprendre pour que son installation soit en sécurité. Libre à lui après de les faire ou pas. Ces travaux, c'est lui qui en prend la décision. Par contre, effectivement, c'est un cahier des charges, le mot est lourd. Un cahier des charges, je sais ce que c'est bien plus complexe que ce qu'on fait. Mais c'est effectivement une direction, c'est une liste des travaux à entreprendre pour sécuriser le logement dans le cadre de l'électricité ou pour l'améliorer dans le cadre du DPE par exemple. D'accord. 10 ans d'expérience, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? J'en ai des tas. Ah ben j'imagine, mais une qui t'a marqué plus que les autres. Une qui m'a marqué plus que les autres, l'expertise de l'hôtel Schuller à la rue Fresque, que je connaissais pour avoir fait la feria de nombreuses reprises
en ta présence, Coupable. voilà, en ta présence pendant des années, on a expertisé donc l'intégralité de l'hôtel Schuller. Il y avait 1300 mètres carrés Ah ouais. de locaux. C'est des locaux qui avaient été entièrement décorés par des artistes, donc c'était extraordinaire à l'intérieur, c'était magnifique. Et on a expertisé une cheminée qui a été offerte par le pape Pie, je ne sais plus lequel, qui est un monument classé historique et qui est dans, dans un des appartements de cet hôtel. Quand on a expliqué aux gardiens qu'il fallait qu'on poinçonne la cheminée qui était classée monument historique, ça l'a pas fait, c'est pas passé, on l'a pas poinçonné. Voilà. Ah c'est une des anecdotes, j'en ai des dizaines, mais ouais. celle-là nous avait particulièrement marqué. Ah ouais, donc du coup, en fait, tu vois les biens sous un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement, effectivement. C'est un aspect purement technique. J'ai l'habitude de dire quand je rentre chez des copains, quand je suis invité, ils me présentent leurs nouveaux appartements, leurs nouvelles maisons. Je vais aller voir directement tous les défauts. Malheureusement, comme dans toute profession, il y a des inconvénients. Ouais. Là, l'inconvénient, c'est qu'on a du mal du coup à s'émerveiller ou à se rendre compte de la qualité de quelque chose. On a plus tendance à être attiré sur les côtés négatifs, les défauts. Et ah oui, là, attention, là, tu as une petite boîte de connexion qui n'est pas connectée. Là, ton interrupteur est légèrement décollé, qui présente un risque. Tu as vu que tu avais un conduit en amiante sur la toiture. Philippe, va boire un coup là, c'est bon. Des formations professionnelles. Ah ouais, non mais complètement, mais on s'en rend pas compte en fait. Et du coup, quels sont, alors c'est intéressant ce que tu viens de dire, bon voilà, tu viens et on fait les diagnostics techniques, mais on est beaucoup, certains font des travaux, certains ne les font pas. Quelles sont les conséquences en fait? Tu pointes du doigt quelque chose et la personne a un accident par la suite alors que tu l'as prévenu. Elle était au courant. C'est tout? C'est tout simplement, elle était au courant, elle était informée. Là où il y a un souci, c'est si elle a un accident et que je n'avais pas prévenu de danger, que j'étais passé à côté de quelque chose. Ça, d'accord. Là, j'ai une responsabilité qui est engagée. Complètement. Après, donc il faut séparer, là par contre, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais il faut séparer la transaction. C'est des transactions dans tous les cas, mais il faut séparer la vente de la location. Tout à fait. La vente, on informe l'acquéreur de l'état du logement, il en fait son affaire. C'est son problème à lui après derrière. Il sait qu'il y a des problèmes en électricité, il sait qu'il y a un conduit en amiante, il sait qu'il y a des termites dans un bâti de porte, tout ça il le sait. Il fait des devis, il veut faire les travaux, il les fait pas, il veut les faire lui-même, il veut les faire par un professionnel, c'est son problème à lui. Le locataire, c'est différent. On a une loi, tous les professionnels de l'immobilier, les gens qui interviennent dans l'immobilier la connaissent bien, c'est la loi SRU. Et cette loi SRU, elle impose une décence du logement. Et donc, en fonction des conclusions de nos diagnostics, il va falloir entreprendre des travaux pour pouvoir louer le logement, pour que ce logement soit décent. Je donne un exemple, par exemple, j'ai des revêtements au plomb sur une fenêtre, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans les vieux immeubles. Le revêtement au plomb est dégradé, on a une obligation de remettre en état le logement avant de le louer. On ne peut pas louer un logement avec un revêtement au plomb dégradé. 1er juillet 2017, on a une obligation de faire un diagnostic électricité sur les appartements proposés à la location. Dans le décret d'application du diagnostic électricité, on n'a pas d'obligation de travaux si jamais on sort des anomalies. Par contre, loi SRU, on ne peut pas louer un logement s'il n'est pas décent. Si le logement présente une insécurité pour les occupants, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de décence, il y aura des travaux obligatoires à entreprendre. Ce qui est intéressant, et je rebondis pas forcément sur ce que tu viens de dire, mais sur les derniers détails que tu viens de dire, la loi évolue constamment en fait. Il y a tout le temps des nouveaux diagnostics qui s'ajoutent, etc. Du coup, toi, tu dois te tenir informé, mais aussi quelque part, les vendeurs et les acquéreurs, les potentiels locataires doivent s'informer. Comment on s'informe finalement? En faisant appel à un bon diagnostiqueur. Tout simplement, le métier évolue effectivement constamment. Quand on a commencé en 2007, on a une obligation de certification, donc on a une obligation de formation et de passer un examen pour avoir le droit d'exercer. Cet examen, on a un contrôle qui se déroule dans les 2 années qui suivent, dans les 3 années qui suivent, l'obtention du certificat pour vérifier qu'on mette bien en application tout ce qu'on sait. Et ce certificat est valable 5 ans. Donc en 2012, j'ai passé ce qu'on appelle une recertification, où j'ai de nouveau eu des formations et de nouveau une certification de compétences. Le niveau par rapport à 2007 a été élevé pour augmenter les exigences vis-à-vis des diagnostiqueurs. Entre 2012 et 2017, donc cette année on arrive en période de recertification, je vais retourner en formation dans les semaines qui viennent et je vais être recertifié à l'automne prochain pour tous les domaines de compétences. On va avoir encore une obligation de se former et de monter en compétences. Dans cette période de 10 années d'activité et ces 2 certifications, à peu près tous les diagnostics ont évolué au niveau réglementaire. On a fait évoluer les choses dans le sens
dans un sens positif pour la protection donc, de l'acquéreur et du locataire, mais on a demandé plus d'exigences au niveau du au niveau du diagnostiqueur. D'accord. Je ne peux pas laisser dire ça, monsieur Popovic. Je ne suis pas d'accord avec vous. On a fait évoluer les exigences et on a modifié les méthodes de travail, parce que les méthodes de travail ne correspondaient pas. Par exemple, le DPE, on a eu une grosse refonte du DPE qui a eu lieu en 2013. On est passé de 30 à 60 points de contrôle au niveau des DPE. D'accord. On s'est rendu compte que les DPE jusqu'à 2012-2013, quand ils sortaient, ils étaient un peu farfelus, ils ne correspondaient pas forcément à la réalité. Et on n'avait pas assez de critères, on n'affinait pas assez l'étude sur chaque logement. 2013, il a fallu qu'on reprenne tout à zéro, nous, sur notre façon de travailler. Aujourd'hui, on sort des résultats qui sont beaucoup plus probants que ceux qu'on avait l'habitude de sortir en 2012. Quelque chose de plus précis, de plus logique et en amiante. 2012 toujours, il s'est passé beaucoup de choses en 2012. Peut-être les élections, je ne sais pas. On est en période d'élection, alors. C'est pour ça. 2012, on a eu une refonte au niveau de l'amiante. On a des listes, l'amiante, j'explique simplement, on a des listes de matériaux en fonction du diagnostic qu'on va dérouler, que ce soit un DAPP, un amiante avant-vente ou un amiante avant-travaux, avant-démolition, liste A, liste B, liste C, et en fonction de la mission sur laquelle on intervient, on cherche telle ou telle liste de matériaux. La liste B en 2012 a évolué, ils ont rajouté toute une partie de bardage et de plaques ondulées en toiture qui ne faisaient pas partie de cette liste avant 2012. Donc on a des choses qui évoluent constamment et des obligations pour nous de se mettre à niveau. Je reviens à la question du début, parce que je suis parti extrapoler, je suis parti dans mon raisonnement, mais la question du début, c'est que le moyen le plus facile de savoir où on en est, c'est de faire appel à un bon diagnostiqueur. Il y a du monde sur Nîmes, il y a beaucoup de monde qui est très compétent sur Nîmes. De faire appel à un bon diagnostiqueur. Un bon diagnostiqueur, il va être capable de récupérer le dossier qui a été fait, de l'éplucher avec vous, de vous expliquer ce qui a été vu dessus. Et éventuellement, si vous êtes sur un projet de revente ou de location, vous expliquer qu'est-ce qui est encore valable, qu'est-ce qu'il faut refaire affiner la situation. Et affiner la situation. Maintenant, on va rebasculer un petit peu sur toi. Tu sais que moi, la chaîne en fait parle d'investissement immobilier. Je vais te poser une question très simple avant de commencer. Est-ce que toi, tu as déjà investi dans l'immobilier ? Mais là où on est, c'est un investissement immobilier. Donc, on a acheté les murs de la société pour mettre la boîte dedans. Donc, c'est avec mon associé le premier investissement immobilier qu'on ait fait. C'est ça. Je pense que c'est un investissement immobilier raisonné. On s'est dit à mettre un loyer pendant des années et des années, autant que ça aille dans notre poche plutôt que dans la poche d'un autre propriétaire. Je sais très bien de quoi tu parles. Voilà, c'est quelque chose de logique. Donc, du coup, on a acheté les murs de la société. Et pour l'instant, on est sur des projets personnels, donc de l'habitation principale. On reste dans ces projets-là, mais on a en tête de faire du locatif. À partir de 40 ans, de commencer à se mettre à faire du locatif pour préparer la retraite qui, en tant qu'indépendant, ne va pas être extraordinaire. Et certitude. Plusieurs façons d'appréhender la préparation de la retraite. Étant de la partie, nous, on va l'appréhender du côté immobilier. D'accord. Alors du coup, je vais te poser une question de ton point de vue. Comment un diagnostiqueur voit l'investissement locatif ? C'est intéressant. Quels sont, à toi, tes critères finalement, qui seront peut-être pas les mêmes que monsieur tout le monde, j'ai envie de dire. Mes critères, alors le problème c'est qu'on a un point de vue très négatif sur l'investissement immobilier parce qu'on intervient systématiquement dans des biens qui ont été squattés, des biens où les locataires sont partis à la croix de bois sans payer le loyer suite à des procès. En partant, ils arrachent les portes, ils arrachent les fenêtres, ils cassent les lavabos. Enfin bon, on intervient fréquemment dans ce genre de situation, donc c'est quelque chose d'assez négatif pour nous. Je l'appréhende sur le côté, je le vois d'un côté investissement bon père de famille. Je ne veux pas avoir tendance à faire un investissement en disant je tente un coup de poker, on verra bien, je le prends, ça peut rapporter gros comme je peux me planter. Les investissements qu'on va faire vont être raisonnés. Il va y avoir un calcul qui va être fait, on va prendre en compte tous les paramètres qu'on va pouvoir appréhender. On va avoir forcément un regard très technique sur le logement, et sur l'immeuble aussi, si c'est sur une copropriété. Qu'est-ce qui peut arriver comme travaux dans les prochaines années. Il y a tout un tas de côtés techniques forcément sur lesquels on va être beaucoup plus sensibilisé que d'autres. Et on va aussi appréhender le côté locataire, limite du risque d'impayé. En prenant en compte, je prends l'exemple, il n'y a pas longtemps on était
on est assez bien placé pour avoir des opportunités en amont. En étant au tout début du processus de la vente, des fois on a des coups où on nous propose des choses à la vente, des appartements à la vente, des biens à la vente. On était sur un petit studio qui est à côté du lycée du Hauda, avec un petit extérieur, un truc tout mimi, tout gentil. On s'est dit, bon, on va c'était pas très cher, tiens, on va réfléchir, on fait le coup si ça peut le faire. Et comme c'était sur de l'investissement à proximité du lycée du Hauda, on s'est dit, c'est un logement qui va se diriger vers de l'étudiant. On va prendre en compte une vacance locative de juin à septembre, parce que les étudiants quittent les logements fin mai et les récupèrent septembre pour la reprise des cours. Et en intégrant cette vacance locative, par exemple, dans ce cas-là, c'était plus intéressant que ça, l'investissement. D'accord. On avait le rendement qui descendait. On a vraiment pas le défaut, mais on appréhende on voit le côté négatif de l'investissement immobilier. Et du coup, tu l'appréhendes du côté négatif. Et voilà, on appréhende du côté négatif. Mais c'est pas ça qui me freine. Non, tu prévois le pire, donc tu espères le meilleur. Et s'il m'arrive le meilleur, je suis que content parce qu'il m'arrivait que des côtés positifs. Donc du coup, j'allais te demander quel est ton conseil que tu donnerais à un débutant, mais ça serait celui-là, prévoyez le pire en espérant le meilleur. Sur les premiers investissements, on joue gros, sécuriser un maximum l'investissement, essayer de réfléchir à toutes les possibilités, à tout ce qui pourrait vous arriver, à tout ce qui pourrait arriver sur le logement. Juste en dessous de la vidéo, je vais vous mettre un lien vers le site de Dual Expertise. Philippe, j'adore conclure mes interviews par une question bizarre. Je t'offre un cadeau, tu ne l'aimes pas, qu'est-ce que tu en fais? Je le mets sur le bon coin. Tu m'as dit de répondre du tac au tac. Tu avais le choix à la réponse, mais c'est bon, ça me va. En plus, le pire, c'est que c'est le premier truc qui me vient par la tête, mais c'est pas du tout ça que je ferais. Tu m'as dit, c'est le premier truc qui te passe par la tête. Non, il n'y a pas de bonne réponse, j'ai dit. Ouais, il n'y a pas de bonne réponse. Qu'est-ce que tu en fais alors? Qu'est-ce que j'en fais? Par courtoisie, je l'accepte et je le mets dans mon fameux tiroir, mon placard à éléments que. Voilà. Dans ton tiroir. Dans mon tiroir, le fameux endroit où je mets les éléments par politesse pour pas vexer un ami proche. Tu le ressors avant que j'arrive? Non, je le ressors pas. Il reste dans le tiroir. il reste dans son coin. Bon, bah écoute Philippe, merci. De rien. Et puis nous, on se reverra de toute façon. Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.